Je serai mon paradis. Hello, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, belle bonjour tout le monde. Bonsoir Pélage, bonsoir à vous, où que vous soyez d'ailleurs, en métropole, dans les îles, etc. Nous, ce soir, on va parler de la Polynésie. On va parler de la Polynésie, effectivement. Donc, on vous a préparé une très très belle émission. Donc, comme chaque vendredi, donc on part à la rencontre donc de gens exceptionnels, donc de personnes, donc d'acteurs, des îles Caraïbes, océans Indien et Pacifique, qui sont représentés donc au sein de Culturel. Donc, comme je vous dis tous les vendredis, donc Culturel a à cœur vraiment de vous amener, de vous accompagner, de vous tenir par la main, de vous amener à la rencontre de ces gens exceptionnels qu'on invite tous les vendredis. Donc, alors sans plus tarder, donc on va vous présenter donc un invité de marque qu'on a ce soir. Donc normalement on a deux invités, mais il y en a une qui a un petit peu de retard, Lénaïque, mais je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Elle va arriver, ça c'est sûr. Et on peut accueillir notre premier invité qui est Alexandre Juster. Salut. Bonsoir Alexandre. Là, bonjour, Yorana tout le monde. Bonsoir bonjour. Alexandre. Ça va bien. En tout cas, bienvenue. Tu vas bien? Oui, ça va très très bien. Ça va très très bien. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Oh oui. Très bonne semaine, très bonne journée, très bonne année, très bon confinement, tout très bon. Bon, bien parfait. Bon, voilà. Alors, c'est génial. Alors, on nous dit bonsoir en commentaire. Catherine oui, qui dit hello, bonsoir à bonsoir, tous. Bonsoir Cédric qui dit bonsoir Pélage. Bonsoir Élise. Qui nous envoie un petit message aussi. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Et justement, le chat, il est fait pour ça. Oui. Vous pouvez nous poser des questions à tout moment pour nos invités, pour nous, pour ce que vous voulez. Et puis, je vais te laisser commencer, Pélage. Oui, effectivement, tu as bien raison de souligner. Donc, ce soir, donc nous vous donnons la parole. Donc, nous avons un invité donc qui est calé en histoire par rapport à la Polynésie. Donc, vous allez découvrir dans quelques secondes. Donc, profitez-en pour poser toutes les questions que vous avez en tête pour pouvoir bien dialoguer avec lui. Donc, je vous présente donc Alexandre. Donc, qui est Alexandre? Alexandre, c'est un historien, anthropologue, ethnolinguiste, spécialiste de l'Océanie et par extension donc du Pacifique. Donc, il est spécialiste donc des langues océaniennes. Et il est aussi conseiller historique du cinéma. Alors, Alexandre, donc la première question qui me vient en tête. D'où vient le peuple polynésien? Voilà. Bon, il y a plusieurs théories. On a le temps, là? On a quoi? On a 3-4 heures devant nous? Alors, on va essayer de les Polynésiens. Bon, allez. Ça a toujours intrigué.
faut remarquer, ça a toujours intrigué les visiteurs, James Cook, Bougainville, et puis tous les successeurs, mes ancêtres, moi, le pauvre, vu que je suis né en France métropolitaine, j'ai aucune attache familiale, affective ou amoureuse avec le pays là-bas, le Fénois, comme on dit. Et donc, ils ont toujours été intrigués sur la présence d'hommes, sur ces petits confettis, au milieu de cette immensité océanique. On a 160 millions de kilomètres carrés d'océan Pacifique, et on a, pour la Polynésie française, seulement 4000 kilomètres carrés de terre. Donc, d'où viennent-ils? Alors, plusieurs hypothèses. On commence par les plus farfelus. Oui, moi j'aime bien les farfelus. Quand même, les plus farfelus. Alors, il y en a qui ont dit que c'était carrément... Alors ça, c'était dans les années 1950-60. C'était carrément les extraterrestres qui avaient déposé une civilisation là-bas. Voilà l'hypothèse la plus farfelue, parce qu'évidemment, des hommes de là-bas auraient été bien incapables de faire de telles constructions, de telles sculptures, par exemple. Et puis aussi pour l'île de Pâques, qui est voisine de Tahiti. Quand je dis voisine, c'est 4000 kilomètres. On expliquait comme ça la présence de ces fameux Moai, les grandes statues de l'île de Pâques. Autre hypothèse, c'était peut-être le reste d'une ancienne civilisation engloutie. Alors dans l'Atlantique, on parle beaucoup de l'Atlantide. Là-bas, on parle du continent Mu ou Mu. Et pour les aficionados des séries télé des années 80, 70-80, on en parle dans les mystérieuses cités d'or d'ailleurs. Ouais. Et ça, du continent Mu. Bon, c'est pas non plus possible. Il n'y a pas de continent englouti, vu qu'en dessous, on a regardé, on a sondé, c'est un plancher océanique, c'est pas un plancher continental. Donc les îles. Oh là là, moi j'aimais pas ce petit côté un petit peu. Ouais. Moi, ça me faisait penser un peu 20 000 lieues sous les mers, tu sais, un truc très... mais non, bon. Ben non. Autre hypothèse. Alors ça, c'est plutôt les Mormons. Il y a beaucoup de Mormons en Polynésie française. C'est la 3e religion. Alors, ce serait une des 12e, ce serait la 12e tribu perdue d'Israël. Bon, voilà, qui viendrait du Proche-Orient. Un indice, Ra, c'est le dieu égyptien, et Ra, en tahitien, c'est le soleil. C'est le dieu égyptien du soleil, c'est le soleil. Ça tient pas non plus la route. Bon, je fais vite. Avant-dernière hypothèse, ils viendraient, ces hommes, d'Amérique du Sud. Là, ça commence un peu plus à tenir la route. Il y a un seul indice qui permet de penser ça, c'est la présence de la patate douce. Dans toute l'Océanie, la patate douce, c'est une patate, donc ça vient de l'Amérique du Sud. Et ça se dit notamment Umara en tahitien, Kumara en marquisien, et Umar en quechua, une des langues parlées au Pérou. Et puis il y a même un Norvégien assez célèbre, Thor Heyerdahl, qui a construit un petit bateau, le Kon-Tiki, en 47. Il a voulu prouver qu'il était possible de rallier la Polynésie française. On dira après où c'est, au fait. On n'a pas dit où c'était. Oui, mais je vais montrer une carte après. Super, bravo les mecs. Mais il pouvait rallier la Polynésie française depuis les côtes d'Amérique du Sud. Il a réussi, mais avec beaucoup, comme on dit là-bas, de PAPA, de petits problèmes. Notamment, il s'est fait escorter par la marine sud-américaine pour pouvoir quitter le courant remontant. Là, c'est pas les côtes, etc. Il a quand même réussi. Il est arrivé au Tuamotu, à Raroia, dans un état pas possible. Mais l'hypothèse la plus sérieuse, la plus crédible, où tous les scientifiques s'accordent, c'est étayé par de nombreuses preuves scientifiques. Tous ces Polynésiens, voilà enfin la réponse au bout d'une heure. Quel suspense. Ils viendraient d'Asie du Sud-Est, plus précisément de Taïwan, bien sûr. Et tout le peuple d'Océanie viendrait en fait du même creuset, de Taïwan. Et donc, à Taïwan, il y a 5000 ans, on parle encore d'ailleurs des langues austronésiennes, une des familles de langues. C'est la population, on va dire, aborigène, autochtone, indigène. Moi, vous employez les mots que vous voulez, qui parlent ces langues austronésiennes-là, à Taïwan. Et puis donc, ils ont quitté Taïwan il y a 5000 ans et ils sont arrivés petit à petit dans toutes les îles habitées actuellement de l'Océanie, donc jusqu'à Hawaï au nord, Rapa Nui, l'île de Pâques à l'est, la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. Voilà, ouais, tout ça. Tout en partant de Taïwan. Taïwan, c'est la toute petite île en haut à gauche, au-dessus des Philippines, encore un petit peu au-dessus. Là. Ouais, oui, ça fait une sacrée distance pour la navigation avec des pirogues en plus. Mais sacrée distance, oui et non. Ouais. Parce que jusqu'au Samoa, il n'y a pas plus de
300 à 400 kilomètres sans rencontrer une île. D'accord. 300 à 400 kilomètres, ça fait, avec les pirogues, on pourra parler des pirogues peut-être une autre fois, ça fait quoi? Ça fait 2 jours, 3 jours, 2 jours de navigation. Et en plus, on part contre le vent dominant, contre les alizés. Hein, les alizés soufflent d'est en ouest. Donc là, ce qui permet qu'on se trompe, de revenir très vite de là où on vient. Donc il viendrait de là plusieurs preuves, hein, c'est surtout ça qui est important, plusieurs preuves pour prouver tout ça, des preuves botaniques, toutes les plantes. Taïwan était là. Ouais, voilà Taïwan. Et puis à côté, voilà. c'est Okinawa, c'est l'archipel des Ryukyu. Donc là, on descend sur les Philippines. On descend et on voit effectivement qu'il y a plein d'îles là. Ouais. L'Indonésie. Alors il y a des preuves linguistiques d'abord, puisqu'on est dans ces îles-là. Ouais. La Mélanésie hein, qu'on voit. Ouais, après la Mélanésie, etc. Preuve linguistique en Indonésie, par exemple, l'œil, ça se dit mata. En tahitien, ça se dit mata. 5, ça se dit rima. Et en tahitien, rima, c'est la main. Et c'est un ancien mot pour dire 5. Après, il y a des preuves aussi grammaticales. Hein, je vais abréger, mais dans des langues des Philippines, les terminaisons en EK, c'est la deuxième personne du singulier, et on retrouve cette terminaison-là aussi dans des, c'est pas le beau mot terminaison, mais je vais simplifier, dans des grammaires de Mélanésie, etc., etc. Preuve linguistique, preuve botanique, toutes les plantes, sauf la patate douce, viennent de cette région, c'est-à-dire le cocotier, la canne à sucre, le bananier, toutes les plantes présentes en Océanie. Preuve génétique. Alors là, c'est carrément indestructible comme preuve. Il y a depuis les 20 dernières années, il y a beaucoup d'enquêtes génétiques qui permettent de prouver que l'ancêtre commun des Polynésiens et des cousins les Mélanésiens, l'ancêtre commun, il est originaire de Taïwan. Attention, hein, là on est à 5000 ans, il y a 5000 ans, moins 3000 avant Jésus-Christ. L'Australie est déjà peuplée par les ancêtres des actuels aborigènes depuis 50 000 ans. Et la Papouasie et la Nouvelle-Guinée, donc l'île de Nouvelle-Guinée est également peuplée par les cousins des aborigènes pour être rapide. Voilà, donc eux, ils étaient déjà présents depuis bien plus longtemps que les Polynésiens et les Mélanésiens. Voilà d'où vient ce beau petit monde. Alors, comment la patate douce est quand même arrivée depuis l'Amérique du Sud? Comment on peut faire? Alors, soit, mais ce serait quand même difficile, mais il y en a quand même qui sont partisans de cette hypothèse. Soit il y a quand même eu des contacts depuis l'Amérique du Sud vers la Polynésie. Pourquoi pas? Mais c'est compliqué parce que comme bois, on n'a que le balsa. Soit tout simplement parce qu'on a affaire à de grands navigateurs qui connaissent la mer et les étoiles par cœur pour naviguer. Ils sont allés jusqu'en Amérique du Sud. Ils ont fait un petit coucou aux Sud-Américains. Ils ont ramené la patate douce avec eux quand ils sont repartis chez eux. Et il y a la littérature orale. Hein, faut prendre compte de la littérature orale dans toutes les îles qui raconte ces échanges-là entre des terres lointaines vers là où se couche le soleil et avec des retours des habitants. Donc voilà d'où viennent les Polynésiens. J'ai fini. C'est pour ça que j'ai des yeux un peu tirés en fait. Ouais, ça se voit pas. Il y a eu un très beau film il y a 5 ans qui avait été primé au FIFO. Le FIFO, c'est le Festival international du film océanien qui a lieu tous les ans à Papeete au mois de février-mars, qui a même lieu en temps de Covid et de confinement, mais par Internet, comme cette année. Et ce très beau film retraçait justement le voyage retour de Polynésiens qui repartaient à Taïwan, rencontrer leurs ancêtres. Hein. La population autochtone, indigène, aborigène de Taïwan, elle est noire de peau. Elle n'a pas du tout, elle n'est pas jaune, elle n'a pas les yeux bridés, etc., etc. Ah mince, ça vient pas de là, mes yeux bridés alors. Et puis après, les derniers Polynésiens, parce qu'on est dans des îles, donc c'est des creusets de population. Il y a eu l'immigration chinoise par 2 vagues, il y a eu également l'immigration Popa, avec les missionnaires, etc., les navigateurs, etc., etc. Donc ça fait tout ça. Ça fait plein de monde. Ça fait plein de gens qui est riche. Très, très riche. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de récits écrits donc par rapport à cette période, je dirais, précoloniale, avant l'arrivée des Européens. Alors, à Tahiti, l'écriture, la première imprimerie du Pacifique, c'est pas à Tahiti, c'est à l'île voisine, à Moorea, qui est à 30 km de Tahiti. Elle a été installée, cette imprimerie, en 1805, première imprimerie du Pacifique insulaire. Et l'écrit est arrivé par les missionnaires en 1797, avant, point d'écriture, que de l'oralité.
Alors, c'est pas pour ça qu'on raconte des bêtises par l'oralité, hein. On doit, surtout, c'est sérieux, on doit apprendre par cœur. Il y a des spécialistes qui apprennent par cœur la généalogie, l'histoire, Oui. etc., etc. Des fois, il y a quand même quelques digressions, quelques inventions. On peut s'amuser à changer les choses. C'est très pratique pour des raisons politiques, hein. Quand on est un chef et qu'on a envie d'asseoir son autorité sur une île ou sur un lieu, il suffit d'aller trouver le compteur, entre guillemets, et lui dire, bah, tu veux pas dire que mes ancêtres, ils sont de là et qu'ils sont pas plutôt de l'île d'en face? Pour ça, je pourrais dire que moi aussi, je suis originaire d'ici. Ça a marché pour un certain Pomaré, pour ceux qui le connaissent. Et puis, c'est corroboré aussi l'oralité, notamment, là, on parle au Vanuatu. Les naïcs connaissent bien le Vanuatu. Au Vanuatu, on a une explosion au XVe siècle d'un volcan qui a carrément explosé. Et on a dans la littérature orale, c'est précisément daté à une génération près, donc à 25 ans près, le récit de l'explosion de ce volcan. Ah. Donc c'est comme ça. Et même, hein, pour ceux qui ont suivi, alors là, on quitte la Polynésie 2 secondes, pour ceux qui ont suivi l'expédition La Pérouse, à la recherche de La Pérouse et de Vanikoro, La Pérouse, il a échoué. Attendez, je vais raccrocher. Ah, mais c'est comme ça, des fois. Moi, oui. Et moi, en attendant, je vais vous partager une image. Hop. Parce que cette image, elle est très, très chouette. On voit justement toute la Polynésie. Parce que c'est souvent les mêmes questions, hein. On en parlait juste avant de démarrer l'émission. C'est que les gens imaginent la Polynésie pas forcément là où elle devrait être. Alors, j'ai montré tout à l'heure la carte dans le Pacifique. Voilà, si je peux remontrer de nouveau, de manière à ce que bien situé. Et alors, encore, c'est tellement grand sur cette carte, vous voyez que même les marquises, on est obligé de les raccrocher à un bout, parce que sinon ça rentrerait pas dans la carte. Comme par exemple. Alors, attends, je vais remontrer où est dans le Pacifique la Polynésie française. La Polynésie. Donc, si la photo veut bien se montrer, où est-ce que tu es? Je crois que c'est celle-là. Est-ce que c'est... Ah, c'est pas celle-là. Attends. Mais que ça t'empêche pas de continuer ton histoire, Alexandre. Vas-y, Pélage. Alors, ou alors s'il y a des questions, essaie de poser des questions. Ceux qui nous alors, justement, tu as parlé tout à l'heure des marquises, hein, par rapport donc aux choses qui se sont dites par rapport au peuplement des Polynésiens. Donc, est-ce que tu peux nous relater un petit peu les marquises, le rapport avec les Polynésiens, comment ça s'est déroulé exactement? Eh ben, les marquises, en plus, ça sonne. Quand on est en France, ça sonne pour diverses raisons. D'abord parce que Gauguin a vécu là-bas. Oui, Paul Gauguin, oui. Il est enterré là-bas, hein, aux îles Marquises. Les îles Marquises, c'est un archipel qui s'appelle en marquisien le Henua Enata, la terre des hommes. Et puis, quand les Portugais sont arrivés en 1595, c'est un navigateur portugais pour le compte du vice-roi d'Espagne. Il a nommé ça en l'honneur de la marquise, qui avait la femme de celui qui avait financé le voyage, le vice-roi du Pérou. Donc c'est pour ça qu'on dit les îles Marquises. Donc Gauguin est mort là-bas. Jacques Brel a fini là-bas avec et il est enterré également, hein, dans l'archipel des îles Marquises. Et il faisait beaucoup. Il a fini ses jours là-bas. Il a écrit une très belle chanson sur les Marquises. Il était malade, il est arrivé en bateau. Il avait un avion. Il rendait extrêmement service à la population locale dans les années 70. Avec son avion, il faisait des évacuations sanitaires, il apportait de courrier, etc. Les Marquises, on est à 1300 km de Tahiti. Alors, Tahiti, c'est déjà le bout du monde, imaginez les îles Marquises. Voilà, donc hein, on revoit la carte là. Donc on voit bien que la Polynésie, où elle est dans... Voilà, ici, on a le triangle polynésien avec Hawaï ici, la Nouvelle-Zélande ici, l'île de Pâques, et la Polynésie, elle est ici. Le triangle polynésien, excuse-moi les naïcs, il est grand comme l'Afrique. Là, entre Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande, on met l'Afrique. Il faut bien se rendre compte de ça. Wow. C'est 2 km². Donc, au niveau surface, effectivement. Mais les îles sont éloignées les unes des autres. Voilà, c'est très, très, très grand. On met l'Afrique. Et les Marquises, c'est en Polynésie française. Donc, c'est l'archipel là qui est sous le E de Polynésie. Et donc là, on a 1300 km de Tahiti. Il y a souvent une carte qui revient. On met Tahiti à la place de Paris en Europe. Les îles Marquises sont au niveau de la Norvège, par exemple, hein.
Ah oui. Donc, voilà. Tiens, je peux vous la partager celle-ci aussi. Alors, hop. Et donc les marquises, oui, ça sonne pour cette raison-là. Ça sonne aussi parce que ça a été la première colonie française dans le Pacifique en 1842. En 1842, on cherche désespérément un endroit à coloniser parce que les Anglais commencent à être dans la région. Le vieil ennemi anglais, pourtant on a fait la paix depuis les guerres napoléoniennes. Donc eux, ils commencent à s'installer en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et nous, la France, on veut à tout prix avoir aussi une colonie là-bas. Et alors, on ne peut surtout pas aller à Tahiti pour plusieurs raisons. Sans me demander pourquoi, je dirais. Tahiti, c'est 40 ans plus tard, me semble. Tahiti, ouais, et puis Tahiti, c'est à la même époque, mais Tahiti, on va en faire un protectorat. Alors, c'est pas la même chose pendant 40 ans. Et en 1842, donc au moment du protectorat de Tahiti, on fait la colonisation des îles Marquises. Ça devient une colonie. Et c'est pour ça que les musées français regorgent plus d'objets marquisiens que d'objets tahitiens et des îles. Voilà. Alors là, voilà la fameuse carte sur l'échelle de l'Europe. Donc là, je vous montre l'Europe qui est là. Et si on met Tahiti ici, ensuite je vais agrandir, comme ça on verra mieux. Ouais, elle n'est pas très très exacte, hein, le Air Tahiti. Oui, ils sont un peu, mais bon, pour les marquises, c'est bon. Oui, non, ils n'ont pas la petite île, ils l'ont mal mise. Alors les marquises, voilà, les marquises, ils ont mis ça. Donc ici, on a le Danemark et donc c'est côté Norvège là. Eh ouais, c'est la Suède et la Norvège, voilà. Ouais, en plein, voilà. Donc c'est 3 heures d'avion, c'est 500 € le billet d'avion pour y aller, ou alors plusieurs jours de bateau, etc., etc. 3 heures d'avion. Hein, l'élu, la députée, parce que c'est une femme qui est députée pour les îles Marquises également, sa circonscription s'étend de Tahiti aux îles Marquises, donc de Paris jusqu'à la Scandinavie. Tahiti, là, on a imaginé que Tahiti est à la place de Paris, donc on a les Tuamotu qui sont ici. L'archipel de la Société ici, et puis si on descend plus bas, ici on a l'archipel des Australes. Et puis Rapa, donc la dernière île, c'est la commune française la plus au sud de la République française, parce que c'est la République française, donc Rapa qui est là au large de la Sardaigne. Ici alors. Tout en bas. Là. Voilà, c'est là Rapa, c'est encore plus loin. Et là, Rapa, il n'y a pas d'aéroport. Ils en ma carte, elle va pas plus bas. Voilà. donc c'est très 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 grand. Et puis tout au sud-est, au niveau de la Bulgarie, là, on a les îles Gambier, les merveilleuses îles Gambier. Voilà, l'archipel des Gambiers qui est ici. Au bord de la mer Noire. Voilà. Il y a une centaine d'îles au total, il me semble. 118 îles et 40 îles habitées. D'accord. Voilà. Aux dernières nouvelles, Oui, selon le dernier recensement. Et justement, on parlait au téléphone des langues locales. Oui. Dialectes. Donc, des langues locales. Comment ça évolue au fil des siècles, justement? Eh ben alors, oui. Si tu peux juste agrandir la carte, Lénaïque, comme ça on revoit tout. Est-ce que j'agrandis plus on voit les marquises aussi. Alors attends, je te trouve une autre carte, c'est mieux. Attends, je te trouve une autre carte, ouais. Bah oui. Les langues là-bas, c'est la République française, donc la seule langue officielle possible, c'est le français. Quoique certaines disent tout ça, qu'il y a une co-officialité. Non, c'est le français. Donc pour ceux qui veulent défendre les langues polynésiennes, il faut dire que c'est le français. Il n'y a pas de statut officiel là-bas pour les langues polynésiennes, parce qu'il y a plusieurs langues polynésiennes, il y en a 7 en tout. Et après, il y a des dialectes aussi. Donc, c'est les langues, il y a par exemple le tahitien, c'est une langue polynésienne, il y a le marquisien, il y a la langue de Rapa, justement, qui est tellement isolée qu'ils ont une langue rien que pour eux, il y a la langue des Tuamotu, donc le Pomotu, il y a la langue des Gambiers, puis on ne doit pas être loin, puis il y a la langue des îles australes. Et puis, donc, c'est 6 ou 7 langues, parce il y a les marquisiens qui disent, mais non, nous, on a 2 langues chez nous. C'est pas un dialecte. La langue du Nord, c'est une langue. Donc, bon. Donc, voilà, on n'est pas sûr. Et puis, même la différence entre langue et dialecte, il n'y a aucun linguiste au monde qui arrive à se mettre d'accord, aucune école linguistique au monde. Oui, tout à fait. La différence la plus admise, la plus répandue, c'est qu'il y a une intercompréhension entre différents dialectes. Par exemple, le Nissar qui est parlé à Nice
eh ben, c'est un dialecte du provençal qui est parlé à Toulon ou à Manosque, etc. Donc, mais il y a une langue différente, même à Menton, le mentonnais, c'est une langue différente. Voilà. Le monégasque, ce serait aussi un dialecte, mais comme c'est un pays indépendant, on va dire que c'est une langue, le monégasque. Il y a toute une, derrière, quand même un arrière-fond, une arrière-pensée politique. Le québécois parlé à Québec, ben, c'est un dialecte du français, tout comme le parisien est un dialecte du français. Bien sûr, bien sûr. Ben, on voit là que finalement, je connais pas du tout le créole, mais peut-être même qu'on parle pas la même langue à la Désirade qu'en Guadeloupe, même. Il y a peut-être des mots différents, ou à Marie-Galante, peut-être, je sais pas. Oui, bon, je dirais plus, s'il faut comparer, c'est entre le créole martiniquais et le créole guadeloupéen, ou le créole haïtien et le créole guadeloupéen. Donc là, c'est beaucoup plus probant, je dirais. Là, c'est plus probant. Mais ça va être compliqué de dire à un Martiniquais qui tient à sa langue, de lui dire, toi, tu parles juste un dialecte du guadeloupéen. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très, très, très politique, tout ça. Enfin, il va dire, ouais, non, c'est une langue. Et bon, donc voilà, donc c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que je parlais plus de la Désirade et de la Guadeloupe. Voilà, faut faire attention à ce qu'on dit. Faut pas froisser. Il y a tellement de susceptibilité dès qu'on parle des langues. Hein, oui. Après, c'est vrai que notre patrimoine, hein, c'est ce qui nous différencie des animaux. Hein, les langues, c'est une part d'humanité. Et quand on efface une langue, on efface une part d'humanité. Et on estime que dans un siècle, seulement la moitié des langues du monde seront encore en place. La moitié donc du monde aura disparu. Il y a 5000 langues dans le monde. Et ben, on va en perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. À cause de ça, le breton chez Lénaïque est en voie de disparition, est classé en voie de disparition par l'UNESCO, alors qu'il est parlé par 500 000 locuteurs. Donc, imaginez le Rapa, la langue parlée tout au sud à Rapa, qui est parlée par 700 locuteurs seulement. Hein, il est aussi en grand danger d'extinction, tout comme le tahitien, etc., etc. Malheureusement, bon, il y a plusieurs raisons qui s'expliquent, mais. Et est-ce que justement il y a des associations locales, des gens qui se mobilisent pour garder ce patrimoine? Bah de plus en plus, mais je lisais un article encore dernièrement. Il y a une application, il y a un jeu qui va se mettre en place là sur le modèle de Pékin Express pour ceux qui regardent la télévision. Et pour pouvoir absolument parler dans la rue, être filmé, on ne peut que parler, on ne peut que échanger avec les habitants dans la langue locale, en l'occurrence le tahitien, pour forcer les gens à parler, parce que il faut bien dire que ce sont des langues qui ont été interdites de parler, même à l'école. Hein. Il y a la fameuse punition des gamins dans toute la République française, on punissait les gamins qui parlaient leur langue maternelle, leur langue locale, le breton, le basque, le corse, le créole, etc., etc., etc. Le gallo pour les Rennais, c'est la langue parlée à Rennes. Et donc le tahitien aussi, le marquisien aussi. Donc le gamin était puni. Donc les parents, ils voulaient pas avoir un enfant puni à l'école. Donc on obligeait aussi. On lui disait que c'était mal, qu'il fallait parler absolument le français. Ma mère a vécu ça. Ben oui, donc c'est très très particulier. Et donc il y a maintenant on a encore là-bas, on a honte de parler tahitien, parce que on a honte aussi de l'avoir perdu. La génération actuelle des parents ne sait plus parler tahitien. Les grands-parents, arrière-grands-parents le pratiquent encore. Les petits-enfants, plus beaucoup. Donc là, on a sauté une génération. Et puis surtout, on a un tel exemple. Localement, c'est l'élite qui parle les langues polynésiennes. Et l'élite diverse et variée, c'est-à-dire l'élite politique. Les hommes politiques, si on veut être élu, il faut parler tahitien. Il faut parler marquisien aux marquises, etc. Et puis l'élite aussi religieuse, il y a le poids de la religion en Polynésie française qui est encore vigoureusement pratiquée. Et le pasteur parle un tahitien, le curé parle le tahitien. Et donc les gamins, eux, ils ont peur de se tromper. Ils disent non, je peux pas. Eux, ils parlent super bien, tout ça, et moi je parle pas comme eux. Donc on a honte, on a peur. Et puis là-bas, la honte, les naïcs, c'est quelque chose. Donc il y a un mot spécial. Donc on hésite, on veut pas parler. Alors que c'est pas grave. Moi depuis tout à l'heure, là depuis une demi-heure, je parle français et j'ai sans doute fait plein d'erreurs de syntaxe, de vocabulaire. Et c'est pas pour ça que je m'empêche de parler français. Enfin. Donc voilà. Donc c'est comme ça que les langues. C'est pour cette raison qu'on dit que les langues sont vivantes. À vrai dire. Oui, puis les langues bougent, les langues sont vivantes. Voilà. Mais là-bas en plus, figure-toi, Pélage, il y a 13 sons. Il y a 13 lettres, pardon, en tahitien. Donc, il y a très, très peu de phonèmes. Donc, dès qu'on écorche un mot,
bah, le sens change. Par exemple, puisque tu veux un exemple sans doute. Ah oui. Bah oui. Par exemple, si tu veux, Pohé, c'est la mort, et Poé, c'est la perle. La différence, il y a un H au milieu, tu vois. Je te parle même pas de l'occlusion glottale. Haou, c'est le pouvoir. Aou, c'est nager. Et Aou, c'est aimer. Et Ahou, c'est le vêtement. Et Ahou, c'est la chaleur. Feu. Oui. Ouais. Ahou et Ahou, tu vois. Donc bon. Et donc, ben, on a peur. On a peur d'écorcher, parce qu'après, ben, on rigole. Quand on se trompe de mots, ben, des fois, on dérape dans les phrases un petit peu en même temps. Ben voilà. Non, mais j'ai une anecdote à ce propos. Quand j'ai commencé à travailler en radio, je faisais la météo, notamment. Et dans la météo, à cette époque, on parlait de la pointe du Tahara. Et moi, je disais la pointe du Tahara. Et j'ai un collègue journaliste qui me dit B, comme il savait que j'avais ma maman tahitienne. À Tahiti, tous les plus vieux appellent les plus jeunes B. B comme pour bébé. Hein. Donc voilà, il me dit B, tu peux te tromper sur le Ra1, mais pas sur le Ta. Alors il me dit, il faut absolument que tu dises Taha, pas Ta. Alors, je dis, ah bon, mais pourquoi? Et il me dit, bah t'as qu'à demander à ta mère. Je dis, ah non, hein, tu m'en as trop dit là ou pas assez, je veux savoir maintenant. Et en fait, le tahitien, il est très joueur aussi, il aime bien rigoler. Et Ta, c'est le bout. Mais ça n'a pas de dit comme ça, ça va. Sauf que dans le milieu tahitien, le bout, c'est aussi le bout du sexe. Donc, tu vois, oui. On pouvait aisément le deviner, effectivement. Ouais. Eh bien, quand il m'a dit ça, je peux te dire que je ne me trompais plus du tout sur sur la prononciation du mot. Donc voilà, donc on ne veut pas se tromper, donc on parle pas. Donc on parle français, mais encore le français parlé, c'est pas le français qui permet d'acquérir des diplômes et un métier. Donc il y a vraiment Donc oui, il y a quand même des associations. Il y a une académie marquisienne, il y a une académie tahitienne, il y a une académie Pomotou, mais encore une fois, ça apporte le poids du prestige d'une langue. Et une langue est sauvée, une langue est parlée, non pas quand on sait déclamer en français Cyrano de Bergerac par cœur ou Rimbaud, tout ça, mais juste en disant passe-moi le sel, s'il te plaît. Oui, c'est ça. C'est ça, parler français. D'ailleurs, je vous propose d'accueillir notre deuxième invité qui arrive. Ouais. Yeah, Yorana. Yorana. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Aronga aussi. Oui. Oui, Aronga. Hein, Aronga, c'est-à-dire bonjour en rapa. Voilà. Alors, Roti Alexandre, Roti Pélage Roti et Alexandre Roti, puisque vous ne vous connaissiez pas. Roti, je la connaissais un petit peu. Moi, je suis un peu en avance par rapport à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation aussi, Roti. Ah, merci à vous. Hein, donc, merci pour cette belle rencontre dans cette émission. Alors, est-ce que tu sais ce que fait Alexandre? J'ai un peu regardé, je crois, de la recherche. Je n'ai pas tellement eu le temps de bien piocher. Alors, mais ce serait bien qu'il en parle. Ah bah oui, justement, avant que tu arrives, il était en train de nous expliquer en fait d'où venait le peuple polynésien parce qu'il est historien, linguiste. Alors, il va falloir que tu baisses un tout petit peu ton son à cause du décalage de son. Ah, d'accord. Ou alors de te mettre une petite oreillette, comme ça, un truc de téléphone, tu vois. Est-ce que ça va encore? Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors moi, je t'entends bien, c'est juste le retour de ton… Oui, il y a un retour, hein, effectivement. Je vais prendre une oreillette alors. Ouais, voilà, c'est mieux. Et donc, pour terminer, Alexandre était en train de parler des langues juste avant que tu n'arrives. Et puis, il a expliqué aussi d'où venaient les Polynésiens. Donc, les théories un peu farfelues et puis la théorie un peu plus… comment on l'appelle, cette dernière théorie par rapport à Taïwan, Alexandre?
théorie la plus admise, la plus reconnue quand même, la plus Ouais. scientifiquement étayée, on va dire. Voilà, la plus scientifique, voilà, on va dire ça comme ça. Ah ben, je suis de son avis, hein, parce que je fais aussi moi-même de mon côté des recherches et j'essaye de trouver sur le plan linguistique des similitudes, hein, et puis aussi par la langue, on peut aussi voir comment l'immigration s'est faite. Oui, Hein, on en a parlé tout à l'heure. Un peu farfelu, et puis la théorie. Qui c'est qui a un son C'est toi, Alexandre? Aïta, non. Qui a un son. Il y avait un autre son derrière, décalé, on m'entendait. Ah, et est-ce que tu l'entends encore? Non, alors, bon. je vais parler pour voir si c'est moi. Je ne sais pas, depuis que je suis entrée. Non, là c'est parfait. Là c'est parfait. Bon, okay. Bon, là bien c'est sûr. parfait. Oui, donc concernant la langue, donc je m'intéresse aussi beaucoup sur la langue tahitienne. Hein. Donc je fais des recherches depuis longtemps, mais bon, je n'ose pas publier, ni parler, ni discuter. Mais là, c'est une opportunité de pouvoir en parler de vive voix et surtout de partager. Alors, c'est important de dire que Roti, je crois, elle est en Polynésie, il me semble. Ah oui. Voilà, donc c'est important de le préciser. D'ailleurs, elle vient de, je vais vous montrer exactement la carte, elle vient de tout en bas là, ici. Attends, je viens d'une toute petite île, voilà. De Rapa. Dans les îles australes. Voilà, je suis née d'une mère de Rapa, donc mes ancêtres sont de cette île, et mon père est français, donc vient de France. Alors voilà. Et Rapa, est-ce que c'est pas Pélage Rapa, il y a deux Rapa en Océanie. Il y a la petite Rapa, l'île de Roti, et il y a la grande Rapa, Rapa Nui, qui est l'île de Pâques, qui s'appelait avant Haumeka et pas Rapa Nui, etc., etc. Mais Roti, elle pourra mieux en parler que moi, sans doute. En tout cas, il y a beaucoup plus d'habilité. Oui, alors nous avons un nom ancien donc, que nous donnons à notre île, il s'appelle Oparo. Hein, donc, c'est pas le nom de Rapa. Je pense que Rapa est venu bien plus tard parce qu'il y a un mot en tahitien qu'on dit Hare Rapae, Hare Rapae, hein, aller le plus loin possible, c'est-à-dire l'île la plus loin, la lointaine. Hein, donc Rapa était devenu donc Rapae, Hare Rapae, Hare, aller dans l'île le plus loin. Et je pense que Rapa Nui était visé comme île Hare Rapae parce que dans l'ancien temps, on disait que les chefs, les grands chefs du Pacifique, avec leur taoua, leurs grands prêtres, donc partaient là-bas pour passer les derniers jours de leur vie à comment dire pour mourir, ils allaient là-bas pour mourir, voilà, exactement, ils allaient là-bas pour mourir. Et donc c'est ce mot qui est arrivé, Hare Rapae, c'est-à-dire il faut partir à travers l'océan, la mer, hein, donc il faut voyager sur mer, mais quand on est sur terre, c'est-à-dire Hare va dehors, hein, va loin, mais va dans la vallée. Hein, donc Hare Vao. Hein, donc on appelait les Vao aussi les gens de l'agriculture, les gens de la campagne. On disait que c'était les agriculteurs. Hein, donc c'est comme ça que ça se passait. Et Hare Rapae, c'était prendre un bateau et partir loin. Mais maintenant, c'est devenu dans le jargon de tous les jours de dire Hare Rapae va dehors. Hein. Oui, c'est ça. Et en général, on dit c'est quand on est fâché. Allez, sors. Voilà, Hare Vao, c'est va dehors, mais ne pars pas loin, ne prends pas la pirogue pour partir. Alors, Hare Rapae, c'était prendre la pirogue pour partir. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, tout de même, par rapport à tous ces récits, c'est qu'on sent vraiment le rapport à la mer, à l'eau. Est-ce qu'il y a une signification à ça?
Non, pas du tout, parce que Rapa, si on le détaille dans son étymologie de Ra et Pa, c'est là où la lumière se pose. Hein, c'est comme c'est-à-dire c'est une surface où la lumière se pose. Hein, et Pa, c'est un endroit où on peut mettre pied dessus. Hein, le pas. Hein. Et chez nous aussi, on dit le paré, hein, parce que nous avons des forts chez nous, et c'est un endroit où on peut y aller. Hein, donc c'est un peu le sentinelle, une île sentinelle. Hein, donc il y a beaucoup comment dire, de réflexion à prendre sur ce côté-là. C'est-à-dire Rapa, c'est là, c'est une surface où on peut se poser et où le soleil peut toucher. C'est beau, c'est poétique. C'est très poétique. Hein. Ouais. La langue polynésienne, je pense qu'il y a d'autres langues qui sont très poétiques aussi, mais que les habitants qui parlent cette langue ont oublié comment la langue s'est construite. La langue s'est construite par poésie, par son, et puis ils ont donné une valeur, une vibration à ce mot. Et après, en conjonction avec d'autres sons, eh ben, ils ont fait de belles phrases et c'est devenu magique. Hein. Donc, pour moi, la parole est magique. Elle doit rester magique. Mais on l'oublie souvent et on utilise des mots qui, associés, donnent de mauvaises vibrations et qui fait que lorsqu'on le dit, on dit des mauvais mots, eh bien, la personne adverse qui comprend ce mot a une mauvaise vibration. Ouais. C'est un peu comme, tu sais, oui, c'est spirituel. Oui. Et pas que, parce que tu vois, par exemple, Te Ahupo, qui signifie le mur de tête blanche ou le mur blanc de tête. Enfin, tu vas me dire, Alexandre. L'hôtel des têtes, ouais. L'hôtel, voilà. ah oui, c'est l'hôtel. Eh bien, les surfeurs, la plupart l'appellent Chopo. Et en fait, tout le monde dit Chopo. Ma mère, ça l'énervait. Elle me disait, mais Cho, c'est le cul. C'est les fesses, quoi. Donc, c'est pas possible qu'on puisse dire ça. Oui, mais c'est au niveau c'est qu'ils n'arrivent pas à prononcer, hein. Donc, oui. Les personnes devraient apprendre à prononcer les mots. Et ce n'est que de la valeur ajoutée pour eux, hein. Donc, ils enlèvent la bonne prononciation, ben, pour eux, c'est très mauvais. C'est comme moi avec ma météo, là. Tu vois, oui, on perd le sens. C'est ça, on perd le sens. Et la perte de sens, c'est quelque chose de terrible. C'est comme faire de la danse, en l'occurrence la danse tahitienne, et pas comprendre ce qu'on fait, et presque pas comprendre les paroles. Et quand on danse, notamment pour une certaine danse, hein, il y a plusieurs danses, on exécute les gestes. On raconte une histoire avec les gestes, oui, effectivement. Si on ne comprend pas ce qui est chanté, ou ce qui est modié, tout à fait. On perd le sens. Et faire des choses toutes bêtes, mécaniquement, sans le sens, c'est valable pour toutes les cultures dans le monde, hein, ça sert un peu. Ouais. C'est bête. C'est un peu perdre son temps. Alors, j'en profite simplement. Tu voulais dire quelque chose, Elena. Oui, je voulais juste que tu présentes officiellement Roti parce qu'on n'a pas présenté Roti à nos web spectateurs. D'autant plus que j'allais te dire qu'elle n'a pas mis son nom, son prénom. Donc mais je vais le faire. Voilà. Donc, je voulais simplement rappeler donc aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir. Vous avez la possibilité donc de poser des questions donc aux deux invités qu'on a ce soir. Donc c'est des invités de marque en la personne de Alexandre Juster, hein, donc qui est historien, anthropologue, ethnolinguiste, spécialiste de l'Océanie, donc l'histoire des histoires océaniennes, et ainsi que Roti Maké, donc qui elle, alors je vais vous la présenter puisqu'elle vient de nous rejoindre et vous allez découvrir qui elle est. Alors Roti, donc c'est une artiste peintre. Elle est présidente. En fait, elle a plusieurs disciplines, plusieurs cordes à son arme, je dirais. Elle est présidente de la section polynésienne pour la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Vous expliquez? Non, j'étais présidente. Je suis vice-présidente aujourd'hui. J'étais vice-présidente pendant plus de 15 ans. Et donc aujourd'hui, je suis vice-présidente. D'accord. Vous faisiez partie également d'une association au Paro?
Par rue. Oparo, dont je suis la présidente, c'est une association familiale et coutumière. Donc, je suis présidente depuis 1990. Et c'est quoi la vocation de cette association exactement? C'est protéger l'île de Rapa, donc c'est le patrimoine. Nous avons fait une revendication collective sur le droit coutumier, hein, donc des premiers occupants, qui est un droit international de l'île de Rapa. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc l'État, le gouvernement polynésien donc reconnaît donc cette valeur de propriété collective. D'accord. Nous ne voulons pas de cadastre, parce que si nous prenons le cadastre, nous sommes assujettis à des droits d'impôt français. Hein, donc nous ne voulons pas ça. Nous avons été nous n'avons pas été conquis. Nous avons été comment dire, on nous a forcé de plier genoux devant la France coloniale. Hein, donc moi je veux parler franchement. C'est ce qui est arrivé, hein, donc dans le Pacifique, et Rapa en fait partie de cette colonie, hein, que la France a forcé d'annexer. Non, alors, je dirais à usurper d'annexer, D'accord. Donc vous voulez garder votre souveraineté locale, donc tout en préservant vos traditions, votre mode de vie, et qui vous représentez. Voilà, c'est-à-dire que ce que la France nous a donné aujourd'hui, c'est la citoyenneté française. Hein, donc, c'est une porte ouverte vers la France, vers l'Europe, parce que nous n'avons pas de citoyenneté. Hein, dans le Pacifique, en Polynésie, nous avons la citoyenneté de nos, comment dire, de l'État colonial. Hein, donc ce qu'il y a, c'est que déjà sur le plan international, le droit foncier appartient, hein, donc aux premiers qui sont arrivés dans le Pacifique et qui ont découvert cette île, ça leur appartient l'île. Hein, donc c'est un droit international. Donc c'est ce que j'ai fait valoir, et donc en refusant le cadastre, parce que le cadastre entre dans le droit romain, dans le droit français, donc qui a été d'enregistrer le domaine comme étant une propriété de l'État. Et donc là, non. Oui, c'est une vraie spécificité d'ailleurs à Rapa, hein, c'est-à-dire que à Rapa, il n'y a pas de propriétaire, quand je dis propriétaire, au pluriel. Si, nous sommes propriétaires, nous avons un titre de propriété collectif. Voilà, c'est ça, mais c'est pas un individuel ou plusieurs individualités qui ont chacun un bout de terrain. C'est la communauté qui a le terrain. Oui, nous sommes propriétaires, et chaque île, chaque personne, chaque famille, on leur donne donc une autorisation parce que nous sommes des usufruitiers. Hein, les usufruitiers de notre terre, hein, de notre foncier, et donc nous avons un conseil des sages, nous avons des gardiens de terre, et c'est eux qui finalement regardent la bonne entente entre tous. Hein, donc on ne peut pas refuser à un de nos membres qui vient demander une parcelle de terre pour construire sa maison. Hein, donc, il y a que si tu veux construire, tu dois habiter Rapa et non pas venir à Rapa et partir construire une maison pour partir. Non, tu viens à Rapa pour y habiter. Donc, c'est un peu le... Oui. Usufruitier, et puis là j'en parlais, usufruitier de la terre, l'autre et de la mer aussi. Hein, et de la mer aussi. Nous avons fait une revendication maritime. Alors, quand on revendique le droit premier, le droit du premier occupant, qui est un droit international, c'est-à-dire la zone maritime et la zone atmosphérique lui appartient, ainsi que toutes les ressources minières et tout ce qui s'ensuit, hein, de ressources, hein, ça appartient à ce peuple.
Et donc, c'est ce que j'ai fait valoir. Et c'est aussi mon travail international par le biais de la Ligue des femmes. Donc, je fais valoir ce droit qui est un droit international que l'ONU reconnaît, que tous les États reconnaissent. Et donc, il est tout à fait normal que ce droit soit appliqué à un peuple qui le demande. Si le peuple ne le demande pas, ben nous avons fait une sollicitation à la pétition, donc en mettant des 3 lois. C'est-à-dire nous reconnaissons notre Tohitu donc et nos gardiens de terre pour la gestion de notre foncier, mais il ne peut en aucun cas vendre ni vendre ni hypothéquer ni quoi que ce soit. Donc on ne peut pas. Hein, voilà. Donc Roti, explique juste c'est quoi Tohitu. Alors Tohitu c'est un conseil. Alors on le traduit en français dans le mot conseil des sages. Mais non, c'est pas le conseil des sages, franchement dit. Hein. Le Tohitu, quand on dit un Toho, c'est un chef. C'est un chef qu'on a nommé pour être là, pour être le représentant. C'est-à-dire, il a un certain pouvoir. Et tandis qu'un conseil des sages au sein de la commune ou bien au sein c'est-à-dire que sa force n'est pas aussi fort. Il devient une voix consultative. Hein. Le Tohitu n'est pas une voix consultative. Le Tohitu peut prendre des décisions, hein, mais ces décisions, il doit respecter 3 lois. Hein. Donc, il ne peut pas vendre, les terres ne peuvent pas être vendues, ne peuvent pas être hypothéquées, et que la terre et toutes les ressources doivent rester la propriété inaliénable de la communauté Rapa, hein, donc dans son ensemble. Donc, comme cela, nous ne pouvons pas, en étant ensemble, nous ne pouvons pas, et personne ne peut vendre nos terres. Et donc, ça reste pour notre peuple une terre d'accueil, une terre de vie, une terre d'avenir, une terre pour le futur de nos enfants. Donc, maintenant, c'est à nous de le gérer et de mettre peut-être des lois dans l'administration, dans la gestion de cette terre. C'est à nous de mettre la loi, hein, des lois, comment dire, on pourrait dire un règlement intérieur, pour ainsi dire, hein, c'est-à-dire entre nous que nous soyons heureux. Parce que cette association, son titre, c'est pour le bonheur et pour le bien-être et le bonheur du peuple Rapa. Et d'ailleurs, il y a un sociologue qui est venu à Rapa et qui dit que le peuple le plus heureux de la terre, c'est le peuple qui vit à Rapa. Oui, hein, donc nous sommes heureux, c'est vrai, nous sommes heureux, mais bon, nous avons toujours, comme on dit, des problèmes de tension, de gestion, mais nous sommes le plus heureux parce que nous sommes tous conscients de notre bonheur, c'est-à-dire que notre terre, nos enfants ne vont pas être déshérités. Hein, nos enfants auront une terre, on va pas venir nous le voler, on va pas. Donc c'est ce bonheur-là qui est intérieur et qui émane finalement dans le partage, dans le sourire. Oui, il y a une vraie solidarité à Rapa, voilà. Parce qu'effectivement vous pouvez avoir des pêches collectives, vous pouvez aider une famille qui va construire une maison. Enfin, il y a beaucoup d'entraide. Mais moi, comme le temps passe très vite, je voudrais aussi que tu parles, Roti, de ta casquette d'artiste. Oui. Parce que Alors, on voit derrière toi des toiles qui sont de ta signature. Ce sont des toiles. Voilà, ce sont mes toiles. Hein. Donc, je suis artiste peintre, je suis portraitiste. Juste une parenthèse. Juste après, je vais poser une question également donc à Alexandre concernant les maraïs. Donc, c'est simplement. Ah oui, c'est très bien. Mais on peut parler des marais. Hein, non, on va d'abord parler de ma peinture. D'accord. Oui, alors donc ma peinture, donc j'ai fait mon école en Suisse, donc l'école des beaux-arts en Suisse à Bâle.
Et donc depuis, je peins, je fais surtout des portraits. Je pense que depuis très jeune, j'aimais faire ça. Et déjà à l'école, quand j'étais petite, je dessinais le portrait des personnes, de mes voisines. Et donc par la suite, j'ai continué à peindre. Et voilà, c'était pas du tout ce que je voulais me destiner à faire, mais je crois que ça doit être l'atavisme de mon grand-père, de paternel, parce qu'il était lui-même peintre. Et je pense qu'il a dû laisser une mémoire dans son ADN qui m'a été transmise au niveau de la peinture. Voilà, donc je peins depuis, j'expose depuis l'âge de 20 ans. Et vous faites exclusivement des portraits ou vous peignez Non, également pas du tout. Non, c'est-à-dire lorsqu'on me donne des paysages à faire ou n'importe quoi, hein, donc je peux. Ce qui est facile, c'est facile de copier, hein, de faire comme une image photographique. Pour moi, c'est très facile parce que j'ai fait ça longtemps dans l'école. Et mais dessiner, peindre ce qui n'existe pas, peindre finalement c'est comme accoucher d'un enfant d'une image, hein, donc ça n'existait pas et puis tout d'un coup tu crées cette image. C'est ce que j'aime. J'aime faire ça, créer de nouvelles images. Alors, la particularité par rapport au tableau que vous avez derrière vous, c'est que je vois qu'il y a des formes particulières, c'est assez, je dirais, asymétrique. Est-ce qu'il y a une signification à ça? Oui, c'est peut-être aussi parce que j'aimais beaucoup Picasso, hein, donc dans son genre, et aussi les vitraux. Hein, donc, je me suis inspirée un peu du vitrail et de ce concept, comment dire, quand je parle de ma peinture, c'est un peu, comment je pourrais dire ça. Alors, bon, bref. Donc, je peins vraiment comme si c'est une peinture, c'est une toile blanche, et puis tout d'un coup, l'image me vient comme ça. Je peux pas. C'est une peinture d'inspiration, quoi. Oui. Tu ressens les choses et hop, Exactement. tu les mets en. Voilà, je suis devant une toile, ben je suis inspirée et je suis inspirée surtout de visage. Alors donc je vois une toile blanche, automatiquement je projette un visage dessus et c'est comme pour partager presque dans un espace, hein, donc c'est comme si cette personne, cette image vivait dans la 3e dimension. Hein. Voilà, donc j'essaie de le faire apparaître. Il y a Cédric qui dit ça lui donne un petit côté Picasso aussi avec ses yeux déstructurés voilà. un petit peu là. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que j'ai été très inspirée par lui. J'ai tellement peint de Picasso parce que j'étais très très intéressée lorsque nous allions dans les musées peindre. Et donc lui, il m'a énormément inspiré. Hein, donc et puis j'ai voulu associer cette inspiration à un côté spirituel. Hein, donc j'ai essayé d'avoir le ressenti, hein, de ce que Picasso pouvait avoir en faisant cette peinture. Eh bien, je crois que je l'ai attrapé, son virus. Et du coup, vous avez créé une école de peinture, visiblement à Tahiti. Oui, j'avais à l'époque, donc en 1995, créé l'école des arts appliqués à Tahiti, donc que j'ai dû fermer parce que j'ai eu un problème de santé. Et donc avec Sabrina Birk, une grande amie peintre aussi, nous avons ouvert une école à Taravo, qui est une école atelier peinture, c'est-à-dire école atelier de couture, peinture. Bon, on a dû aussi laisser cela parce que c'est assez difficile d'en vivre, surtout si nous faisons une location d'un endroit, et donc c'est pas encore dans les mœurs des Polynésiens
d'apprendre, de payer des cours parce que ils sont habitués à la gratuité et donc c'est difficile d'en vivre. Et donc nous avons dû fermer là aussi. Mais je pense aujourd'hui, tes toiles, Roti, pour quelqu'un qui est intéressé, il peut les trouver où? Est-ce qu'il y a une galerie qui t'accueille? Non. Donc il faut te contacter directement pour te dire je veux une de tes toiles. Mais comment est-ce que je les vois? Est-ce que tu le mets par exemple sur ouais, alors il faut me contacter, donc je peux inviter les personnes à venir voir chez moi. Ou bien sinon j'ai une page Facebook Rotimake Expo. Expo voilà, on l'avait pas trouvé celle-ci. Je vais la. Voilà. Alors donc je l'ai pas encore mis en service. Voilà. Voilà, alors donc j'ai voulu garder et puis bien le structurer avec mes poèmes parce que chaque peinture a une poésie, un poème avait accompagné. Donc c'était pour bon, alors vous allez être obligé d'aller en Polynésie voir les toiles de Roti ou bien vous lui demanderez si vous êtes en métropole ou ailleurs, vous lui demanderez de faire un petit tour dans sa galerie. Même si oui, pardon. Oui, alors j'ai fait beaucoup d'expositions, donc à Bâle, à Paris, j'étais même à Okinawa, donc on a fait une exposition où je faisais des portraits là-bas et donc j'ai offert mes toiles à mes colistières de la WILF, hein, donc parce que c'était une manière pour moi de rester connecté, donc à Tahiti souvent, hein, donc des expositions. Et voilà, donc les expositions. Bon, bah super. Alors, Lénaïque, avant, je sais ce que tu vas dire. Sans oublier la Guadeloupe, parce que j'ai vécu en Guadeloupe, hein, donc j'ai vécu en Guadeloupe. Et donc je fais le coucou à la Guadeloupe, hein, donc. Bonsoir à la Guadeloupe. Voilà, bonsoir. Les Antilles, la Martinique. Oui, donc j'ai fait une grande exposition en Martinique au centre culturel de la Martinique, hein, donc au musée Gauguin de la Martinique. Donc j'ai beaucoup fait d'expositions là-bas et en Guadeloupe j'avais une galerie, la galerie Bora Bora, où j'exposais mes tableaux. Si donc, ça se trouve, Pélage, t'es passé devant sa galerie et tu savais même pas que c'était ta future invitée, tu vois. Moi, je propose de parler des marais une autre fois. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les marais. Hein. Oh ben oui, parlons-en quand vous voulez, une autre fois, il n'y a pas de problème. Voilà, avec grand plaisir. On te réinvitera. En tout cas, mille merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait voyager en Polynésie ce soir. Alors, je voudrais simplement faire une dernière annonce. D'abord, que Alexandre, il a écrit plusieurs livres. Oui. Plusieurs livres, donc que je vais citer parce que on peut pas partir comme ça. Donc sachant que il a été l'auteur hein, donc de la transgression verbale en Océanie, donc c'est sorti en 2010, n'est-ce pas Alexandre? L'histoire de la Polynésie française en 101 dates, sachant qu'il y a eu 2 tomes, hein, il me semble. Non. Non. Oui, il y a eu un tome, ouais. Ah, d'accord. Donc c'est sorti en 2016. Ouais. La mythologie tahitienne pour tous en 2017. Ah, ouais. Voilà. Et puis en 2018, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates. Voilà. Et le dernier qui a voilà, les chroniques du Pacifique. Les chroniques du Pacifique, l'histoire et culture d'Océanie. Sorti. Je vais m'en procurer. Ah bah oui, alors franchement, tu vas adorer Roti parce que Alexandre met un point d'orgue à ce que l'histoire soit aussi, on va dire, simple, que ce soit pas, tu sais, des gros pavés à lire. Donc c'est les dates importantes, les événements importants. Tu me diras si j'ai tort ou si j'ai raison, Alexandre. Je crois que tu as raison, oui. Faut être simple, faut faire simple pour transmettre. Voilà, c'est ça. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces livres? Bah, ça dépend où tu habites. Si tu habites en Polynésie, bah, tu vas en ville, comme on dit, donc à Papeete.
ou dans les supermarchés, etc. Si tu habites à Nouméa, tu vas en ville aussi, place des Cocotiers, la librairie place des Cocotiers. Alors, pour ceux qui sont dans l'Hexagone. Et dans l'Hexagone, alors à Paris, il y a des librairies. Oui, mais sinon, je mettrai le lien. Bien, librairie, quand même. Oui. Tu as la librairie Calypso Voilà. à Paris, tu as la librairie du musée du Quai Branly. Et on peut les acheter en ligne aussi. Et aussi en ligne, évidemment, sur tous les sites marchands. Alors, en Amazonie, pour ça. Les autres sites marchands aussi. Oui, c'est ça. C'est plus Juste proche. avant de se quitter. Absolument. Merci Alexandre. Juste avant de se quitter, on a un petit message pour Roti. Merci Madame Roti Maquet pour votre éclairage sur la souveraineté de votre communauté. Quel bel exemple que devraient suivre nos îles de la Caraïbe française quant à notre patrimoine. C'est une catastrophe aux Antilles et à la Réunion. C'est un réel plaisir que d'écouter les invités. Merci Madame, merci Alexandre, merci à l'équipe, merci Rosie. C'est un plaisir. Merci de nous avoir rencontrés. On a passé un super moment en votre compagnie. Vraiment, on ne s'est pas ennuyé, comme d'habitude. Voilà, à bientôt. Oui, alors, restez avec nous tous les deux. Ne partez pas tout de suite, mais par contre, nous, on vous donne rendez-vous pour tous ceux qui nous regardent ce soir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h pour une nouvelle émission. Et la semaine prochaine, on part où, Pélage? Alors, la semaine prochaine, on a le plaisir d'accueillir un grand chef gastronomique des Antilles, donc en la personne de Jérôme Bertin, donc qui est très connu au niveau de la gastronomie du monde créole, hein, donc en quelque sorte. Et vraiment, il a à cœur, c'est quelqu'un qui est empreint d'une très très grande générosité. Il va nous parler de sa passion, des mélanges des goûts, mélanges des couleurs qu'il exerce au niveau de sa cuisine. Mais vraiment, on a hâte de l'accueillir. Alors, avant de se quitter, définitivement, avant de se quitter, alors, j'ai 3 annonces à faire. Ah, vas-y. Donc, je vous donne rendez-vous donc le 18 juin prochain. Donc, notez bien cette date parce que Culturite vous a réservé un très très gros événement, vraiment, le 18 juin, le 23 juillet ainsi que le 30 juillet. On vous réserve une très très grande surprise. Alors je vous dis, soyez au rendez-vous parce que ça vaut vraiment le coup et on fait tout cela pour vous, naturellement. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à se faire de gros bisous et Roti et Alexandre, restez encore un petit peu avec nous et plein de bisous à tout le monde. Bisous, allez, bonne soirée tout le monde. Au revoir. À bientôt.